ça doit être vraiment un bel espace d'échange. Oui. Mais justement, je sais pas si je t'ai écrit un message où il y a Ève Lamoureux organise un repas potluck qui aurait lieu pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, samedi prochain. C'est juste peut-être pour toi parce que tu vas revenir de Munich, hein? Ah, la semaine prochaine, je vais être partie à Munich. Ah, t'es parti. Je suis partie. Mais tu sais que le mot potluck, ça vient du mot potlatch, qui est un mot autochtone utilisé dans l'Ouest. C'était une tradition qui voulait que une personne, souvent c'était un chef ou un leader, quelqu'un qui avait beaucoup de richesses, on parle pas d'argent, mais on parle de richesses matérielles, genre beaucoup d'objets, décidait, lors d'un festin, de tout distribuer à la communauté. C'était comme un moment d'appauvrissement total pour la personne, sauf que ça lui donnait une estime incroyable de la part de la communauté. C'est pour ça que des fois, autour des maisons longues, surtout à Idaguay, je pense qu'il y en a encore beaucoup des mâts de potelage. On voit souvent les mâts totémiques. Il y a plusieurs modèles de mâts, soit avec des gravures, mais le mât de potelage, c'est juste un grand mât en cèdre avec des lignes dessinées. Et à chaque potelage, une ligne se faisait. Fait que plus tu avais de lignes, plus tu avais eu la capacité de tout perdre, de te réenrichir en fabriquant d'autres objets, puis de redistribuer à ce qu'il valait. Mais ça a été interdit par le gouvernement canadien, les potlatches, parce que je pense que ça faisait aucun sens économiquement pour eux qu'un chef ou qu'un leader s'appauvrisse au point de ne plus rien avoir et de tout donner à la communauté. Fait que ça a été interdit pendant très longtemps, la tradition du potlatch. Mais là, le mot a été transformé, puis c'est potluck, c'est d'amener toute la nourriture puis de partager entre nous autres. Là. Et je dis souvent, c'est pas un mot en anglais, là. Parce que c'est un potluck. Non, c'est pas anglais. Ils m'ont dit c'est un mot en anglais. Je dis, non, ça vient de la tradition autochtone du potlatch. Ça vaut la peine de regarder, là. Puis c'était vraiment une distribution. Puis ils ont des beaux objets, là. C'est intéressant que le mot ait changé aussi. C'est comme s'il devient accepté, parce que c'est plus le même mot. Il y a les cultures brésiliennes. Les cultures afro-brésiliennes vivent beaucoup dans cette idée de, je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme-là, qui est le syncrétisme. Ah, je pense que j'ai déjà entendu, mais je suis plus sûre de ce que ça veut dire. C'est quand les Portugais sont arrivés pour les coloniser, ils ont défendu qu'ils pratiquent leur religion, qui était de source africaine, de Yoruba. Et eux autres, pour réussir à continuer à pratiquer, ils ont mélangé les saints chrétiens avec les esprits africains. Ah, un peu comme pour... Ce mélange, ça s'appelle syncrétisme. OK, donc, c'est pour ça que j'ai entendu ce mot-là, parce que c'est adapté des traditions catholiques, mais avec des bases autochtones. Nous autres, on a ça aussi. C'est comme bénir les canaux ou utiliser de l'eau bénite pour dans certains des remèdes traditionnels avec les plantes ou on va faire il va y avoir beaucoup de traditions qui ont été comme pour être acceptables aux yeux des curés. Puis aussi parce que les curés puis les missionnaires ne pouvaient pas se rendre dans le territoire avec les Inuits, bien, c'était les Inuits qui faisaient la messe, qui faisaient... Fait qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Les chants sont en Inuit, Fait que c'est à peu près ça. C'est mélangé pour le rendre acceptable, mais pour pas tout perdre de la culture, genre. Mais c'est un acte subversif, en bout de compte, parce que c'est une façon pour eux parce que le prêtre qui arrivait pensait qu'ils étaient en train de prier un saint, mais en bout de compte, eux autres pratiquaient. Fait que c'était vraiment... Comme le vaudou, un peu, là. Fait que pour eux, c'est vraiment je trouve que c'est une tactique de subversive, qui est très forte. Et à la fois, ce qui est le plus intéressant, parce que c'est encore utilisé, c'est que le syncrétisme te permet de mélanger des choses opposées. Puis c'est ce que j'aime beaucoup comme idée. Parce que dans la culture où on vit, je trouve qu'on est beaucoup dans la rationalité. Si tu es de gauche, tu dois être de gauche complètement. Ou si tu fais du yoga, ou si tu es évangélique, tu ne peux pas croire en telle autre religion. Mais en bout de compte, comme être humain, on est des êtres de paradoxe. On est des êtres complexes, je trouve. Ah oui, mais c'est... Non, je veux dire, ça vient vraiment des dogmes religieux chrétiens. Du bien, du mal, les opposés directs, le 0, le 1, tu sais. Dualité, hein? La dualité, là, c'est le message eurocentré qui est arrivé avec, justement, le colonisateur, alors que notre pensée circulaire nous empêche de... Tu sais, un cercle, il n'y a aucun coin, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas d'opposé, t'es toujours comme en circularité, fait
Je dis, tu sais, comme là, présentement, on est assis, tu sais, on le fait d'un point de vue catholique ou chrétien, on est assis un bord à l'autre. Tu pourrais représenter, tu sais, l'homme, la femme, tu sais, le bien, le mal, tu sais, on est en opposé. Alors que je garde toujours en tête, moi, que je suis dans une circularité. Fait que pour moi, il y aurait toujours quelqu'un ici, à côté, tu sais, puis il y aurait des personnes qui pourraient être assises à côté de nous autres, qui nous rejoignent. Fait que, tu sais, on se retrouve plus en opposant, on se retrouve toujours comme un peu en angle. Tu sais, on peut avoir des différences qui font que toi, t'es rendu ici, tu sais. Ça peut être nos différences politiques. C'est comme être à gauche, à droite, centre, tu sais, vers le haut, vers le bas. Fait qu'on se retrouve... Il y a personne qui se retrouve vraiment toujours dans le même coin du cadran. Mais à cause qu'on nous a tellement opposés dans des neutralités 0-1, là, que le monde, tu sais, genre, t'es de droite, t'es avec la gang de droite. Mais tout le monde en droite sont pas pareils, sont pas les mêmes points de vue. Puis pareil pour le monde de la gauche. Puis c'est un peu irréel de vouloir tout classer de même, mais c'est plus facile pour une gestion efficace, entre parenthèses, du temps, du groupe, d'un pays, tu sais. Justement, je voulais te demander quelque chose là-dessus, ça me fait penser à ça. Je faisais un projet en Afrique. Et j'avais c'était à République démocratique du Congo. Et j'étais à Kinshasa, je travaillais avec des jeunes artistes. Puis ça me semblait évident pour moi que c'était pas logique ce qu'ils faisaient. Tu sais, ils travaillaient, ils étaient pas ordonnés et tout. Mais je comprenais que c'était ma façon de voir, tu sais, avec laquelle j'ai grandi. Et je comprenais que eux, leur culture était comme ça. Puis je me disais, ils ont le droit d'être comme ça. Mais en même temps, je me disais, mais c'est un dilemme que j'ai. Je me disais, mais s'ils étaient plus, ils seraient beaucoup plus efficaces s'ils pensaient comme je le pense. Mais c'est parce que ce que le malaise qui est ressenti par les gens, puis ça, on le voit tout le temps, là, surtout présentement au Québec, tu sais, je l'ai vu avec la charte, puis je l'ai vu avec justement I Don't Know More, tout ça, c'est que de pouvoir accepter l'autre dans sa différence, ça remet en question ta propre identité. Fait que quand ta propre identité est questionnée, ça te met mal à l'aise. Fait que t'as pas envie de questionner ton identité, fait que tu remets en doute plutôt l'identité d'autre, même si tu trouves très logique son point de vue, tu te dis, ben il fonctionne bien, il fonctionne dans ses paramètres, il est heureux comment il fonctionne, mais tu te dis, mais moi, je pense que je pourrais pas fonctionner de même. Donc, c'est pas comme ma manière est efficace, sa manière est efficace, c'est plutôt ma manière est efficace, donc ma manière est bonne, donc si sa manière est pas comme la mienne, sa manière est mauvaise, tu sais. C'est genre, il y a beaucoup de gens que ça ébranle dans leur identité d'avoir à se questionner vis-à-vis de l'autre. Tu sais, on parlait de féminisme, puis de féminisme autochtone, puis de féminisme musulman. Puis, pour beaucoup de femmes avec qui je parlais, le féminisme, c'est de féminisme. Il n'y a pas de féminisme autochtone, il n'y a pas de féminisme musulman. Je dis, ben oui, il y en a. Il y en a qui c'est basé dans notre histoire, dans notre culture, c'est basé dans le parcours qu'on est, ça s'est basé où est-ce qu'on est rendu. C'est comme pas nous laisser le temps d'avoir un dialogue entre nous autres mêmes, puis de vouloir venir interrompre. J'ai dit, c'est ça la colonisation. C'est ça, avoir un esprit colonisateur, c'est de vouloir l'autre comme inefficace, inadéquat, puis vouloir amener ta propre culture pour qu'elle supplante l'autre, parce que tu peux pas comprendre que celle-là peut exister sans ta propre culture, sans ton propre parcours, tu sais. Mais tu vois, c'est cette impression que j'ai eue en étant là. Je me disais à quel point, si je commence à imposer, je ne joue pas encore un rôle de colonisateur. Mais il y a eu un cas assez curieux. Tu sais, c'était la pratique. Il y a certains hommes qui conservent une pratique de... Comment on appelle ça dans plusieurs femmes, là? De polygamie. Polygamie. Et j'ai eu un souper avec mes amis qui m'invitaient, qui sont de Kinshasa. Puis leur épouse était là, puis les autres défendaient fortement cette idée-là. Et leur épouse ne parlait pas. Puis je leur disais, parlez, dites quelque chose. C'est pas normal qu'un homme puisse avoir plusieurs femmes. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que les femmes, quelque part, ça leur convient d'avoir un homme, parce que c'est comme ça que les femmes arrivent à vivre à travers l'argent des hommes, parce que dans cette culture-là, c'est les hommes qui travaillent. Le but, c'est que si t'es polygame, il faut que tu couvres les besoins de chacune de tes femmes. C'est ta responsabilité. Mais je me demandais, le rôle de la femme, là, elle est amoindrie, elle est... fait que je me demandais, je me disais, est-ce que notre façon, genre la mienne, de cette culture où la polygamie ne peut pas exister, est-ce qu'elle est meilleure, ou... Ben, moi, je pense que dans un... Tu sais, la polygamie, la monogamie, c'est toujours des choix culturels qui sont venus, soit par besoin économique. Je veux dire, il y a 100 ans, même les Inuits, souvent, ils se mariaient
mais pas parce qu'ils étaient en amour l'un avec l'autre, mais parce que les parents décidaient, tu sais, hey, regarde, lui, c'est un bon chasseur, elle n'est pas paresseuse, tu sais, ça va faire un bon couple, ils vont bien fonctionner ensemble, avoir des beaux enfants, ils sont pas cousins. C'est des questions comme ça qui pouvaient faire décider qui allait marier qui, tu sais. Puis l'amour, tu sais, le concept amoureux est venu plus tard. Puis des fois, ça vient avec le concept de confort. Tu sais, tu as un confort en tant que société, bien, tu peux te permettre de choisir. Tu sais, ton filet social te permet d'être en amour puis d'être pauvre. Alors qu'il y a 100 ans, je pense, en Europe, si tu mariais mal, tu vivais mal. Tu sais, si tu avais un paresseux puis qui n'était pas capable de te faire vivre, bien, tu en souffrais vraiment. Alors qu'aujourd'hui, ça arrive que des femmes sont mères monoparentales, mais il y a un filet social pour les aider, alors qu'il y a 100 ans, c'était la pauvreté. Tu étais obligé de mettre tes enfants dans des hospices parce que tu n'étais pas capable de les nourrir, puis ça amenait souvent la femme dans des rôles de pauvreté. Je pense en Europe, tu sais, de prostitution des fois, ou de laveuse de linge, tu sais, je veux dire, c'était des choix économiques que tu devais faire. Tu sais, tu l'aimes, le gars, mais tu sais que c'est un trou de cul, là. Ben, tu vivras pas vieille. Tandis que si tu te maries pour l'argent, tu vas toujours être checké. Puis c'est pour ça aussi que le mariage était pensé comme une fonction économique. Je veux dire, on adore les livres de Jane Austen, je pense. Moi, j'aime beaucoup les films de Jane Austen, Pride and Prejudice. Mais le thème central, à part la quête d'amour, c'est le mariage économique. Est-ce qu'il a 5 000 de rente, 5 000 livres de rente par année? Est-ce que je vais bien vivre? Est-ce que je vais être obligée d'être la pauvre femme d'un preacher, ou bien est-ce que je vais être la femme de quelqu'un qui ne travaille pas? Tu sais, mon statut social va être comment? Fait que ça reste le sous-texte dans un texte d'amour. Tu sais. 100 ans plus tard, on avait établi des filets économiques, sociaux intéressants qui permettent quand même de pouvoir choisir aussi l'amour. Puis on a culturellement aussi poussé l'amour comme étant une valeur qui primait sur le confort économique. Mais si tu vas dans d'autres cultures, comme les cultures africaines et les cultures asiatiques, là, tu rentres dans un autre discours complètement, tu sais. Puis c'est pas parce que notre culture, tu sais, la culture eurocentrée, la culture nord-américaine qu'on nous vend dans les livres, dans les films, devient la culture mondiale. En Afrique, c'est un autre sous-texte culturel. C'est justement, ben présentement, je vis dans un pays qui ne me permet pas d'avoir un filet sécuritaire. Mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Moi, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que... Puis, on s'entend que la situation de la protection des droits de la femme n'est pas encore ce qui devrait être. Puis aussi, tu peux pas forcer les femmes à accélérer leur parcours féministe puis leur choix féministe. Comme un peu le parcours féministe autochtone a été freiné par la colonisation nord-américaine, par la colonisation européenne, parce que nous, on avait déjà une avancée féministe très solide. Pas féministe, je veux dire féministe, mais tu sais, comme de pouvoir de la femme, c'est ça que je pense, de place du rôle de la femme qui était très importante dans les communautés autochtones. Je pense juste aux Mohawks, les Autochtones au Québec, les Mohawks qui avaient pour leader dans les communautés la grand-mère. C'était la mère de clan qui était le leader principal. Et pourquoi? Parce que la femme était celle qui faisait pousser les 3 sœurs de maïs, la courge de haricots, et ça faisait d'elle le sole provider, le premier fournisseur alimentaire et de sécurité alimentaire dans une communauté. Puis habituellement, dans n'importe quelle société, ça te donne le rôle de décideur, ça te donne un rôle important. Tu vas chez les nomades, qui, eux, ne faisaient pas pousser quoi que ce soit, mais quand même, un chasseur seul, sans femme, ne pouvait pas arriver. Ça forçait souvent les hommes les jeunes chasseurs à devoir vivre ensemble le temps qu'ils aient une femme. Puis 2 chasseurs n'ont pas exactement les mêmes capacités qu'une femme Inou. Tu sais, j'en ai une Inou parce que nous autres, on est des nomades, là. Mais une femme Inou, c'est chasser, c'est préparer les pots, c'est s'occuper des enfants, c'est cuisiner, c'est cueillir, c'est connaître les plantes. Tu sais, a des capacités plus rapidement même que les hommes. Parce que les hommes, c'est par leur capacité physique à trouver le gibier, à le ramener, à être rapide, à être... La femme, elle, c'est une acquisition de connaissances, une accumulation de connaissances, plus en plus des capacités à la petite chasse qu'on appelle, qui est la chasse de caribou, la chasse de porc-épic, la pêche, aller au filet, aller au castor. Puis ça faisait que la femme, à 12-14 ans, elle avait à sa puberté souvent les capacités suffisantes, et même plus que suffisantes, pour se marier, pour pouvoir être économiquement viable. Et si je dis économiquement, on s'entend ce que je veux dire, pour être viable, alors que l'homme, lui, pour faire ses preuves, devait attendre jusqu'à début de sa vingtaine. C'est pour ça qu'on voyait souvent des mariages de jeunes filles avec des hommes un peu plus âgés qui avaient fait leurs preuves. Tu n'allais pas marier une jeune femme de 14 ans avec un gars de 14 ans. Tu allais marier une jeune femme de 14 ans avec un gars de 20, 24 ans.
mais elle allait avoir un droit de regard, puisqu'elle aussi participait souvent de façon égale. Mais ça restait que, comme c'était le chasseur de gros gibier qui priorisait, bien, c'est lui qu'on suivait. C'est pour ça qu'on disait que c'était un système patriarcal, alors que chez les Iroquois, c'était un système matriarcal. Mais c'était même les prêtres ont dit le seul moment où est-ce que l'homme n'aura pas de gêne à me dire non, et comment ils vont... Parce qu'on n'aimait pas dire non culturellement. Nous autres, non, c'est très violent. On va dire oui, mais on le fera pas. Parce que le non direct, c'est violent. C'est très violent dans notre culture. C'est bien encore ou... C'est moins en moins. Là, ça s'adapte parce que si on ne dit pas non, ils vont venir prendre des territoires. Mais, tu sais, il dit la seule moment où on dirait qu'ils nous disent non, puis la manière qu'ils nous disent, c'est ma femme veut pas. Et c'était accepté comme une excuse très potable. Et ça voulait dire aussi que la femme avait un droit de dire, mais qu'elle se fait quand même à la capacité de son mari de pouvoir diriger le campement. Mais tu sais, je dis pas que c'était parfait, que c'était un féminisme parfait. Je veux dire, des agressions physiques, de la violence conjugale, des agressions sexuelles, tu sais, de l'inceste, toutes sortes d'affaires qui existaient dans d'autres cultures existaient aussi dans les cultures autochtones. Mais le sous-texte culturel de base, c'était souvent celui-là. Donc, la femme avait un rôle important. Et je le sais parce que mon arrière-grand-mère, qui a élevé ma mère, elle a vécu dans le bois presque toute sa vie, jusqu'à ce qu'il y ait la sédentarisation forcée dans les années 50. Puis, quand mon grand-père est allé dans le bois, il s'est cassé la jambe. Il est monté dans le territoire, il s'est pas fait réparer comme il faut. Fait qu'il a toujours boité, il y a toujours eu des problèmes de chasse. Fait que ma grand-mère, en plus de connaître les plantes médicinales, de connaître d'être sage-femme, d'être la femme en plus dans le campement, elle a dû devenir en plus une chasseuse de gros gibier. Fait qu'elle avait un rôle, tu sais, puis plus tu étais capable dans ton rôle, puis plus tu étais désirable, tu sais. Fait que je pense que ça montre comment, des fois, on va juger la culture de l'autre. Je veux dire... c'est ça, il y a tellement de différences aussi. Un autre aspect que je voulais parler avec toi, c'est le nomadisme. Donc, tu me dis que les Inuits, vous êtes des nomades. On est nomades, oui. Comment tu vis ça par rapport à une culture comme le Québec où on est sédentaire? Tu sais, toute l'identité vient, la stabilité de l'identité vient à travers tu sais, rester sur place, d'avoir un lieu. Moi, ce que je trouve drôle, parce que c'est sûr que moi, j'habitais dans une communauté, j'ai déménagé, mais tu sais, il y a plein de gens au Québec qui déménagent. Mais je pense que la transition du nomadisme s'est faite beaucoup au niveau de l'acquisition de biens matériels. Quand j'étais jeune, tu sais, comment ma mère me faisait vivre ça, c'est « inquiète-toi pas, il n'y en a pas aujourd'hui, mais il va en avoir demain. » Et tu ne paniques pas sur la perte d'acquisition matérielle. Ça arrivait très souvent, culturellement, historiquement, qu'on devait abandonner tous les matériaux, tout le campement, ton canot renversé. La perte de matériel se faisait très souvent. C'était souvent des accidents de parcours. Ça diminuait ton confort, mais ta capacité à te débrouiller dans le territoire pouvait te permettre de t'adapter jusqu'à ce que tu puisses acquérir des nouveaux biens. Disons que tu perds ta hache, si tu n'en as pas acheté 2 pour le voyage, bien, il va falloir que tu te débrouilles, bien, tu vas faire une hache en pierre comme les ancêtres faisaient. T'sais. Il y avait les connaissances étaient encore assez proches puis assez vifs dans la culture que tu peux t'adapter. Maintenant, c'est plus difficile. T'sais, on ne sait plus faire une hache, on ne sait plus comment faire. T'sais, couper un arbre si tu n'as pas une hache en métal, comment tu fais? Mais sauf que ça a resté en culture normale parce que, tu sais, genre, c'est pas grave si t'es pas grave. Si, tu sais, genre, si disons, tu perds ta maison puis que ça brûle, c'est pas grave. Tu vas en faire une autre. Tu vas racheter tes bébelles. C'est pas grave. Mais il me semble qu'il y a une culture où tu te détaches des choses, tu sais. Parce que dans cette... Tu sais, tu parles d'aspect, disons, un peu économique. Tu as une hache, je sais pas. Mais au-delà de ça, c'est que tu t'attaches pas à la hache. Si elle perd, si elle est perdue, c'est pas grave. Tandis que, il me semble que dans la culture où on est au Québec, on s'attache aux choses. Oui. Et là, c'est là où la rencontre avec mon mari est intéressante. Parce que lui, c'est un Québécois, ce qu'on appelle les pure-laines. C'est un beauceron de la Beauce, tu sais. Il dit, littéralement, j'étais la première autochtone qu'il rencontrait. Tu sais, à part des Inuits qu'il a rencontrés dans son cégep, là, mais... Puis lui, quand on a fait la confrontation des cultures, c'était quelque chose, lui puis moi. Parce que moi, je voyais quelqu'un qui paniquait à l'idée de perdre tout. L'acquisition de biens matériels dans sa communauté, dans sa culture, dans sa famille, est très importante. Tu sais, en Beauce, je disais, mon Dieu, c'est beau, les lumières de Noël, c'est toujours intense, la pelouse est toujours bien coupée, dit chez nous. La pelouse. C'est fini, hein, j'imagine, avoir une belle maison. Une belle piscine où tu as ramassé les feuilles. Une belle voiture. Une belle voiture, la cour est faite.
le devant est repeint, bien, c'est justement, ça définit ton statut social. Alors que, justement, nous, ce qui définit notre statut social, c'est la capacité de faire les choses. Puis depuis que j'apprends à faire les choses, la perte d'un objet me fait moins peur, me fait moins mal. Parce que disons que je perds quelque chose, je me dis, bah, je vais m'en faire un autre. Ou je vais, tu sais, genre, je sais que je peux le remplacer facilement, mais aussi, tu sais, genre, juste la capacité qu'un adolescent a de coudre un bouton. C'est fou! Combien de jeunes j'ai rencontrés qui ne savent pas coudre un bouton. Un bouton, là. C'est une des premières capacités que tu apprends à coudre, mais ils ne savent pas coudre un bouton. Ou une déchirure dans une poche, ou un trou dans un pantalon. Et qu'est-ce que ça va faire? Ils jettent. Ils s'en débarrassent. Parce qu'ils n'ont pas la capacité de réfléchir l'objet en tant qu'objet qui peut survivre à la disparition. Fait que si tu perds quelque chose que tu aimes, un objet qui t'est précieux, ça va te coûter de quoi? Puis en plus, tu vas perdre l'objet qui t'est précieux. Comment vous percevez l'amour dans ce sens-là? Quand tu es capable de faire quelque chose pour quelqu'un, tu sais, quand on voyait des hommes autrefois, tu sais, les nomades n'avaient pas beaucoup de biens matériels. Tu sais, ce qu'on pouvait transporter, c'est ce qui nous appartenait. Oui. Fait que, quand tu veux montrer ta culture, sur quoi tu montres quand tu es un nomade? Sur tes vêtements. Ton habit, ce que tu portes, ta fierté de te présenter, c'est comme ça que tu montres tes talents. Si tu es un bon chasseur, tu vas toujours avoir du cuir, tu vas toujours avoir des peaux pour pouvoir faire des nouveaux vêtements, des nouveaux mocassins. Puis si ta femme sait bien les préparer, ton cuir va être beau, va être souple. Puis si tu es tellement un bon chasseur que ta femme n'a même pas besoin de t'aider à chasser, bien là, elle va avoir du temps. Et le temps, c'est précieux. Donc, elle va pouvoir décorer tes vêtements. Il faut prendre le temps. Autrefois, avant, les Européens, c'était de fabriquer des perles. Fait que chaque perle prenait 4 à 5 heures à faire. Tu sais, des perles en coquillage ou des perles en pierre. Ou des objets décoratifs, ça pouvait prendre du temps. Fait que l'échange de la perle était très précieux. C'est pour ça qu'on disait qu'on a échangé de pays contre des verroteries ou des perles, parce que la perle était vue comme un objet qui prenait énormément de temps. D'ailleurs, la ceinture de wampum, qui est faite de plusieurs perles de coquillage, ça prenait des heures et des heures et des heures. Fait que ça avait une valeur plus grande. Je pense que c'est Champlain ou Cartier qui disait, pour eux, les perles de coquillage ont plus grande valeur que l'or et l'argent. Parce que c'était le travail. Fait que quand tu as assez de temps, que tu donnes assez de temps à ta femme pour qu'elle puisse perler, décorer tes vêtements, le temps qu'elle met, c'est de l'amour. Elle prend du temps qui est précieux, elle te le donne, et elle veut que tu sois... C'est plus par rapport à un autre être. Tu sais. Si tu t'attaches pas aux choses, est-ce que dans l'amour envers un autre homme ou une autre femme, est-ce que c'est la même chose? Tu peux, tu sais, comme... Parce que dans ce que tu proposes, c'est un peu comme la personne n'est pas indépendante. Tu sais, elle est elle-même, si elle peut coudre son bouton, elle ne dépend pas du... Est-ce que dans l'amour, c'est un peu ça reprend la même façon? Ou... Très dépendant des gens. Et d'ailleurs, pour nous, culturellement, la plus grande punition, puis ça, il n'y en avait pas souvent des punitions, la plus grande punition, c'était de te faire exclure du groupe. On est des êtres grégaires, on a besoin du groupe, on est des primates, là. Et l'amour pour nos enfants est énorme. L'enfant était peu puni, était laissé libre, tu sais, ça faisait partie de la fierté de la communauté. Et quelqu'un qui faisait beaucoup de mal à une communauté, à la longue, pouvait se faire exclure de la communauté. C'était vu comme la plus grande punition. Parce que mourir, ça veut dire que tu t'en vas dans l'autre monde. Tu sais, quand tu crois vraiment où ce que tu vas, c'est sûr que tu n'as pas envie de mourir. Mais même si tu deviens indépendant, ça veut juste dire que l'élément peut être décroché du groupe, comme le chasseur doit partir 2 semaines, s'éloigner, puis il peut revenir. Mais dans une idée aussi que tu vivais pas vieux, puis ça, c'était pareil en Europe, tu t'attachais pas facilement à tout le monde, à n'importe comment. Tu avais des petits groupes, tu avais des petites familles, là, je veux dire, on avait des familles de 3-4 enfants, puis c'était bien étendu parce qu'il fallait être capable de les nourrir aussi. Et je pense, mais tu sais, les enfants étaient aimés, par exemple. Mais tu sais, si un enfant mourait jeune, ça faisait partie un peu de la norme. Ça arrivait, les enfants qui mouraient jeunes. Je pense même qu'en Europe, ils disaient qu'un enfant n'était pas aimé par ses parents avant ses 4-5 ans. Sinon, il y avait trop de chances qu'il meure. Fait que l'attachement ne pouvait pas se créer avant ça. Là. Ou ils disaient même que c'était souvent l'enfant allait chez la nourrice jusqu'à ce qu'il soit capable de marcher puis de parler. Fait que tu t'attachais pas parce qu'il y avait aussi un risque de perte de l'être que tu aimes. Mais tu sais, l'amour,
comme je disais, tu sais, c'est un concept qui est venu beaucoup plus tard. Puis je pense que ça s'inscrit bien dans la pyramide des besoins. Tu sais, en premier, tu dois couvrir ton besoin de sécurité alimentaire, de sécurité d'un habitat, puis tout ça. Puis quand tu es capable de faire le besoin de renouvellement de soi, le besoin de... Comment ça s'appelle? Ressourcement? Pas de renouvellement, puis de... il faudrait que je relise ma pyramide des besoins, mais ça vient un peu plus haut. Tu as besoin d'être aimé, de te sentir d'exister, oui, d'aimer, d'être aimé. Mais, des besoins vitaux. Mais en premier, quand tu es vraiment dans un mode de survie, l'amour, je pense que l'amour, ça s'inscrit bien dans l'idée de je tiens tellement à cette personne que je vais l'aider à survivre. Fait que ça se crée, mais ça se crée pas facilement. Mais maintenant qu'on a une bonne sécurité alimentaire, une bonne sécurité par rapport à l'habitation, je veux dire, on est dans les milieux urbains, là, qu'est-ce qu'on vend? On vend l'amour, mais on le vend partout. On le vend multiple, on le vend en film, on le vend... parce que c'est quelque chose qu'on peut maintenant se permettre. Fait que moi, je le vois de même, c'est une analyse plus personnelle. Ouais. Mais, je veux dire, sinon, les histoires de mariage, d'amour, c'était pas... C'était exceptionnel. Je me demande, si vous êtes une culture nomade à la base, c'est que vous ne vous attachez pas aux choses. On s'attache à la famille. Mais c'est ça, finalement, c'est les besoins. Vous ne vous attachez pas à tout ce qui est matériel, mais ce qui est de l'ordre affectif, ça a encore... oui, mais la cellule familiale est extrêmement importante. C'est de là où justement, il n'y a pas de nomadisme. Là, c'est quelque chose de très... Oui, mais il y a du nomadisme concret. même dans les relations familiales. Ouais. Je donne un exemple. L'adoption, qui est une forme familiale très courante. C'est pas vu comme quelque chose de positif chez les Nord-Américains ou chez les Européens. C'est vu comme un détachement du parent. C'est vu comme des fois un geste égoïste ou genre un manque par rapport à la maternité de quelqu'un. Ouais. Chez nous, c'est très courant. Ma mère a été adoptée par sa grand-mère. Quand moi, je suis née, ma soeur est venue après. Sa mère, à elle, est venue voir ma mère pour dire « Je peux adopter ta fille? » Nous, on a adopté le fils de la cousine de ma mère. Tu sais, les adoptions sont ultra fréquentes. Oui. Et ça arrivait souvent quand tu avais une famille où il y avait beaucoup d'enfants et que tu avais une incapacité de pouvoir t'en occuper. Puis, tu avais des couples qui n'avaient pas d'enfants. Et que là, tu proposais « Veux-tu t'occuper de mon enfant? » Wow. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça renforce le lien familial. Moi, tout le côté de la famille de mon petit frère adoptif, maintenant, est rendu très proche. Alors qu'avant, c'était comme c'est de la famille. Ça a agrandi la famille aussi. Oui, ça m'a agrandi ma famille parce que maintenant, son père adoptif, ses frères, ses sœurs, c'est les frères et les sœurs et le père et la mère de mon frère. Fait qu'ils ont un lien direct avec moi. Ça renforçait les liens de communauté. Puis ça permettait justement de nomadiser un peu la famille pour pouvoir alléger le poids alimentaire, économique, de survie d'une famille. Puis, si on parle d'amour, là, si on passe à d'autres choses maintenant, plus à toi qui, comme de culture Innu, tu tombes amoureuse de quelqu'un de culture québécoise. C'était surprenant. Comment se passe ce mélange? Comment tu perçois ça comme... Est-ce qu'il y a comme un... Parce qu'il y a une façon de voir la vie où tu dis, moi, je conserve mes valeurs pures, puis il y en a une autre où il y a un métissage, une transformation qui a lieu. Bien, moi, déjà, mon père est québécois. Okay. Mais on est élevé dans la culture Innu. Parce que mon père, il trouve que c'est très important, puis on est habité dans ma communauté. Mais moi, je dois avouer qu'à cause de mon éducation, à cause d'où j'ai été élevée, puis de comment je pensais jamais que je marierais un Québécois. C'était très surprenant pour moi. Je pensais que je marierais un Innu ou je sortirais plutôt avec un Innu plutôt me marier. C'est pas me marier non plus. Et je suis venue à l'UQAM, j'ai rencontré mon mari, puis je me suis mariée avec, puis j'étais étonnée. J'ai dit « Oh mon Dieu, je suis mariée avec un Québécois. » Je m'y attendais pas. C'était des surprises. Mais oui, c'est un constant mariage culturel. Et comment c'est perçu par la communauté Innu? Bien, je pense que du fait que mon père est québécois, c'est accepté que moi, je suis avec un Québécois. Okay. Mais si j'étais Innu, peut-être que ça serait plus conflictuel. Ça dépend des familles, tu sais. Moi, ma famille, ils sont bien à l'aise avec ça. Jusqu'à date, j'ai pas eu de problématiques ou de critiques. Mais... Et comment tu perçois dans l'avenir? Ça va être plus dur. Les choses sont appelées à changer. Ouais. Comment tu perçois, disons, la culture Innu? Est-ce que tu perçois qu'à un moment donné, elle va se mélanger avec d'autres cultures? Et comment... Oui, elle va se mélanger avec d'autres cultures.
mais je pense aussi qu'elle est très en danger. Puis je pense que... Est-ce que c'est important de la conserver ou tu es en faveur d'un... Je suis pas moi, je suis pas conservatrice là, dans mon idée où que tout doit rester la même chose tout le temps. Je pense que toutes les cultures, peu importe qu'elles sont, elles sont appelées à évoluer. Par exemple, je pense que c'est une responsabilité des citoyens qui aiment cette culture-là, tu sais, justement, de l'amener de l'avant, de la conserver. Si on l'aime, si on trouve qu'elle a sa valeur et sa raison d'être, on va la pousser de l'avant. Mais je pense aussi que c'est un choix personnel, puis c'est justement ta responsabilité de transmettre l'amour, tu sais. C'est comme on parlait tantôt de l'écriture puis de l'oralité. Tu sais, à quel point tu aimes assez ta culture pour la transmettre puis la faire aimer par quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il faut s'attacher à ça, au point où on ne veut pas accepter qu'elle change? Non. Moi, je pense que tout doit être appelé à changer, sinon... Tu sais, je pense à la culture québécoise, tu sais, avec la charte, c'était un peu ça, l'objet. Je pense que la charte, c'était surtout une réaction. Il y avait quelque chose de politique, mais à la base, tu sais, comme je pense à la commission Charbonneau et toutes ces inquiétudes-là, c'est le fait qu'il y a des nouveaux arrivants, il y a tout comme une transformation qui est en train de se produire de ce qu'on perçoit être québécois, tu sais. Et le refus de voir que les choses peuvent et doivent, non, peut-être pas, que les choses bougent, qu'elles changent, elles se transforment. Oui, mais les choses se transforment déjà. Je veux dire, culturellement, au Québec, ça bouge tout le temps. Là. Même dans la culture populaire, je regarde, les émissions sont de plus en plus américanisées. De plus en plus, on a une culture qui est basée aussi dans les termes techno, genre, on va dire des mimes, on va dire LOL, on va dire... on va adapter des choses. Puis là, présentement, le monde sont moins effrayés par la culture anglophone que par la culture, disons, maghrébine. Fait que mais ça, je pense que la culture est appelée à changer. Toutes les cultures sont appelées à changer. Le français n'est pas le français qu'on a appris. Tu sais, genre, le français du français qu'on a appris n'est pas le français qui a été enseigné. Je veux dire, c'est du latin à la base. Tu sais, ça a changé historiquement. Tu sais, il n'y a que quelques groupes extrémistes qui vont garder une culture exactement comme elle était à l'époque où ils ont décidé de la stopper. Puis je pense, tu sais, les Amish ou les Ménonites. Puis même eux autres, il y a des modifications qui se font aussi. Là. Je veux dire, l'évolution est plus lente, l'évolution est moins rapide. Puis, ou bien c'est la protection de la culture comme ils veulent la garder qui s'adapte, elle, au monde environnant. Mais ça, c'est des groupes plus extrêmes. C'est des modes extrêmes de pensée. Là. Je pousse un peu l'idée. Ouais. Je te donne un exemple. Puis je pense qu'on peut faire le lien avec vos territoires. J'étais en Argentine et j'étais dans une région magnifique. C'était un petit village dans les montagnes et il y avait des maisons qui dataient de 100, 200 ans et il était en train de se construire des hôtels à côté. Puis je me disais, ce village magnifique, qui avait un paysage magnifique, justement, était en train de se faire envahir par le tourisme. Puis je me disais, c'est dommage que toute cette région va perdre, parce que économiquement, elle veut subvenir à ses besoins en allant vers le... Les gens du village ils construisaient, ils accueillaient les touristes ils étaient heureux parce que ça leur amenait un revenu, mais je me disais, moi, c'est dommage parce que... Mais à la fois, je me disais, peut-être que c'est normal que les choses se transforment, on ne peut pas conserver tout. Est-ce que... Et là, je reviens un peu à vous avec les territoires. Est-ce que ça aussi, ça signifie d'accepter que vous les laissez aller pour qu'elles se transforment? Je pense que, présentement, dans la situation où est-ce qu'on est, il y a une problématique qu'il y a un territoire nordique. La modification du territoire, c'est de la perte d'autonomie alimentaire. C'est de la perte d'autonomie de survie sur le territoire. Puis, c'est juste une augmentation de notre codépendance à l'économie du Sud. Là, une fois, j'ai eu une discussion avec un monsieur qui me disait « Tout le monde devrait être végétarien, tout le monde devrait être végétalien, même à la limite. » Je dis « Mais nous autres, c'est impossible dans le Nord d'être végétarien ou végétalien. » J'ai dit économiquement, puis aussi dans les installations, j'ai dit c'est impossible. On n'a jamais été végétarien parce que justement, on n'était pas capable de produire quoi que ce soit en assez grande quantité pour que ça remplace notre dépendance à la viande, notre dépendance aux poissons.
Puis il dit, ouais, mais vous pourriez manger du tofu. Il y en a du tofu, ça côte nord, nanana. Je dis, ouais, mais le tofu a quand même un coût écologique, du transport du pétrole. Je dis, ça vient chercher ailleurs, ça diminue le coût au niveau des animaux, mais ça augmente le coût au niveau de brûler ça a des conséquences pour l'environnement. Produits fossiles, c'est ça. J'ai dit, et ça change ça modifie le territoire. J'ai dit, la raison pour qu'on mange de la viande, c'est parce qu'on est lié à un territoire et on est dépendant de ce territoire-là. Quand on va perdre cette capacité d'utiliser le territoire, on devient uniquement dépendant du Sud. Et là, c'est le Sud qui doit payer le coût pour la modification de la capacité dans le Nord. Et présentement, on le voit de plus en plus, il y a une incapacité de produire pour... je dis, les grandes artères ne souffrent pas encore, mais les petites vénules commencent à souffrir. Je suis allée cet hiver en vacances, je suis allée à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes. Et là, je parlais avec quelqu'un, puis je disais, c'est drôle, je suis étonnée. Je m'attendais à voir plus de fruits. Je me disais, je suis dans le sud, il doit y avoir des fruits. Ce qu'on me disait, c'est des melons. Puis je dis, il n'y a même pas d'oranges, il n'y a pas de... Tu sais, il y a juste des melons et des pommes. Puis il dit, ah, mais... Il dit, on avait des oranges avant. Mais là, c'est drôle, depuis quelques années, on n'en a plus. C'est plus difficile. J'ai vu un casseau de fraises à 20 $. Ça m'a marqué, là. Puis j'ai dit, mais pourtant, on est dans le sud. Il dit, oui, mais là, on a fait la monoculture c'était quoi, eux autres? C'était les bananes. Et là, l'économie de la banane est effondrée, mais là, tout est en banane. Je dis, vous n'avez pas de canne à sucre, vous n'avez pas des mangues, vous n'avez pas... Il dit, oui, mais on a tout mis en banane parce que c'était la banane qui vendait, tu sais. Fait que le territoire du Sud a transformé son environnement pour nourrir le Nord. Le Nord a décidé, on ne veut plus de ça, ça devient autre chose. Puis, tu sais, genre, même la réaction du Sud a fait qu'il y a une monoculture, fait qu'ils dépendent, eux autres, d'un autre pays pour les oranges. Fait que, tu sais, même la protection d'un territoire dans le Sud est importante parce qu'après ça, nous, on regarde notre dépendance aux produits du Sud, le prix du café, le prix du chocolat. Juste cette année, je suis allée acheter des noisettes parce que je voulais faire du Nutella maison. Ouais. Parce que je voulais quelque chose, un produit plus naturel, moins de cochonnerie, puis qui coûtait peut-être moins cher écologiquement. Un sac de 500 grammes de noisettes m'a coûté 11 $. Tu sais, des noisettes bio, là. J'étais allée aux États-Unis. J'étais allée à New York, c'était plus facile, là, j'étais allée en vacances. J'ai ramené pour 7 $ de noisettes 4 fois la quantité que j'avais achetée pour 11 $. J'ai dit, mon Dieu, c'est vrai que ça change. J'ai dit, ouais, ben nous, ici, dans le Nord, on a plus de misère, la noisette est un problème, blablabla. Puis je me suis rendu compte, je dis, tranquillement, on est les petites grenouilles qui chauffent tranquillement, mais on voit comment la fatigue territoriale partout dans le monde est en train de paraître. Puis si tu vas dans la partie la plus extrême du Nord, tu vas chez les Inuits et qu'eux doivent prendre des produits du Sud. Et on voit des paquets de 24 de canettes qui coûtent 25 $. Ouais. On voit des couches à 30 $. On voit un sac de chips à 7 $. Tout de suite, ça coûte cher, les produits du Sud. Et présentement, on voit des bancs de morses échoués. L'autre fois, je parlais avec des Inuits, ils me disaient, on peut même pas manger les morses, ils ont trop de mercure, et ils sont plus bons, et les gens sont rendus qui ont des maladies. Comme une fois, il dit, une jeune avait mangé du morse, puis elle était obligée d'aller à l'hôpital parce que ça lui a donné une maladie où est-ce qu'elle était plus capable de boire ou de manger, puis c'était un empoisonnement au mercure. Les baleines aussi, les poissons, tout devient de plus en plus difficile parce que le territoire est attaqué. Les habitations ne peuvent plus tenir parce que le pergélisol fond. Attends, pour comprendre bien ma question, alors, c'est que, d'après toi, délaisser ou accepter que le territoire se transforme voudrait dire, pour vous, en ce moment, devenir dépendant du Sud. Et perdre de l'autonomie alimentaire, donc c'est... De subir des conséquences. C'est dangereux. Comment je veux dire? C'est pas juste une question de bucolique. Fait que dans ce sens-là, pour toi, il te semble que c'est pas une bonne option? C'est pas Non, présentement, je vois pas comme une transformation du territoire, comme genre, c'est pas juste une question uniquement culturelle ou visuelle. Ouais. C'est une question économique, sociale, politique, environnementale, directe sur les communautés. Parce que j'ai dit, on profite présentement, mais dans quelques années, là, je suis sûre qu'il va y avoir un retour à l'agriculture au Québec, parce que, vu le prix de l'essence, il va falloir qu'on redevienne indépendant au niveau alimentaire. Il va falloir qu'on devienne autonome au niveau alimentaire. Puis il va falloir que les gens recommencent à faire des petits jardins, comme ça se faisait avant la Deuxième Guerre mondiale. Tout le monde avait un petit jardinet quelque part dans sa cour. Là, maintenant, c'est comme, oh mon Dieu, je fais pousser des fleurs. Tu n'auras plus de fleurs, là. Tu vas faire pousser des tomates, tu vas faire pousser des patates. Parce que il va falloir qu'on redevienne
codépendant du territoire. Fait que c'est fini là, d'asphalter la pelouse parce qu'on trouve ça beau. Tu sais, ça va être une autre manière de revoir le territoire. Fait que, oui, présentement, je dis qu'il faut freiner la transformation du territoire parce que présentement, la transformation du territoire n'est pas pensée pour une survie à long terme, elle est pensée pour, tu sais, justement, un hôtel ou un... Tu sais, c'est encore fait dans une idée de capacité, tu sais, genre, il y a de la place, tu sais, on est encore capable économiquement de se permettre. Non, on n'est plus capable. Là, on est dans la zone jaune, puis on s'en va tranquillement vers une zone rouge. Mais ça, c'est ma pensée plus en... Il y a beaucoup de gens aussi. Oui, bien, le monde s'en rend compte, mais avant, on était des paniqués. Puis même moi, j'étais comme, on n'est pas encore pressé, mais là, je me rends compte, on est pressé. Et les Premières Nations sont sur ces territoires... Comment je peux dire? Vous êtes responsable de ces territoires. Dans un raz-de-marée, on est les premiers sur la plage. Le raz-de-marée va se rendre loin dans le territoire, là, mais on est sur la plage, on aurait dit « Hey! Gang de cons! Regardez, ça s'en vient! » Puis, c'est pour ça qu'on avait une responsabilité par rapport à la protection du territoire. Pas juste parce que c'était cool puis qu'on allait avoir l'air de l'Indien Lakota qui respire dans le vent, mais parce qu'on avait un manque de technologie qui nous permettait d'exploiter le territoire de façon plus efficace, comme les Européens avaient développé depuis des milliers d'années. Donc, chaque ressource dépendait de notre capacité à en prendre ce qu'on avait besoin et d'en laisser pour que ça continue, qu'il y ait une continuité. Mais ça nous permettait de, justement, toujours en avoir. C'est pour ça qu'il y avait une nomadité, parce qu'on ne pouvait pas dépendre seulement d'un cercle de territoire très limité. Il fallait qu'on aille sur tout le territoire pour avoir assez pour survivre dans une année. Puis il y avait un cycle à ce qu'on mangeait. Tu sais, on mangeait en été du poisson, à l'automne, c'était la trappe, à l'hiver, c'était le caribou, et au printemps, ça revenait les oiseaux migrateurs. Donc, ma mère, elle disait, moi, pendant 3 mois, je mangeais la même affaire, là. Elle dit, je mangeais du caribou. Au début, je disais, ouais, du caribou. Après ça, elle dit, je suis plus capable. Puis elle avait hâte que ça change. Mais elle était dépendante du territoire pour pouvoir survivre. C'était vraiment une réalité pour elle quand elle était jeune. Ouais. Mais avec, justement, la colonisation, est venue les technologies. Puis est venu, justement, un moins grand besoin du territoire directement. Donc, on pouvait dépendre un peu plus du sud. Fait que, tu sais, il y a une perte de capacité, une perte de connaissances, puisqu'on ne voit pas l'utilité de ces connaissances-là. Mais là, présentement, on dit, regarde, la culture autochtone, il y a des bases philosophiques, physiques, utiles présentement pour une survie de l'humanité. Puis, bon, tout le monde me dit, moi, mais c'est pas les Autochtones qui ont juste la solution à la survie. Je dis, non, les Européens l'avaient aussi. À l'époque préhistorique, tout le monde vivait de la même manière avec une survie du territoire direct. Je dis, par exemple, la technologie leur a permis de s'éloigner de ça et a été tellement sur longtemps qu'ils en ont perdu les connaissances de survie de base sur un territoire restreint, puis sur sur des ressources éparses. Je dis, là, ils rencontrent un autre continent, une culture autochtone qui, elle, est encore dans ce mode de survie-là. Mais regardez, nous autres, comment ça va mieux que vous autres. Nous, on a des cathédrales, on a de la nourriture, on fait pousser la farine. Vous êtes encore en train de courir après le bison, ça, ou bien le caribou. Fait que, eux, dans leur parcours où ils sont, on est vu comme inefficaces puis arriérés, alors que nous, à cette époque-là, on était comme dans une survie de ce territoire-là. Mais là, présentement, on s'en va vers, justement, une perte de capacité pour une grande population, malgré toutes les technologies qu'on a. C'est le danger. Oui, mais on va garder nos technologies. On ne va pas revenir à l'ère de pierre. Ouais. Ce qu'il va faire, c'est qu'on va prendre les philosophies du territoire, la philosophie de nomadité, c'est-à-dire d'arrêter de vampiriser le territoire, puis comment on peut faire pour que tout le monde en aille un peu. Mais dans un milieu capitaliste comme l'Amérique du Nord et comme le monde entier ça va être encore vu comme genre, les riches vont pouvoir se le payer, les pauvres ne pourront pas se le payer. Fait que nous, on va se payer encore pendant longtemps une sécurité alimentaire à grand prix, mais on est capable de le faire, alors que d'autres pays vont commencer à vraiment en souffrir plus directement. D'où le manque d'oranges à Sainte-Lucie, tu sais. Fait que j'ai dit, ces oranges-là, ils ont dû aller à quelque part aux États-Unis. C'est pour ça que le jus d'orange coûte des prix de fou, le café coûte des prix de fou, mais on le paye. Parce qu'on veut notre café, on veut nos oranges. On va être capable de le payer pendant longtemps. Puis là, quand nous, la population ne pourra plus se le payer, il reste des gens qui ont économiquement la capacité de se le payer, qui vont se le payer, puis ils vont encore ignorer le problème. Jusqu'à ce qu'il y ait, justement, du sol, c'est-à-dire du citoyen, des révoltes, un effondrement. J'ai envie aussi de te poser, je ne sais pas si j'ai le temps, de te poser un dernier aspect que j'aimerais aborder avec toi.
Peut-être rapidement, OK? Parce qu'il commence à être tard pour toi. Tu vois, je comprends la conversation, mais j'aime ça. Avec tout ce que tu me dis, je me demande comment tu perçois dans le futur les revendications que vous êtes en train de faire. Parce que c'est vraiment une question de conscientisation, de revendication. Comment tu vois ton rôle et d'où tu prends toute cette énergie-là? Parce que c'est exigeant. Comment tu te positionnes là, avec ça? Bien, je vois déjà que présentement, il y a 2 raisons pourquoi le territoire est demandé pourquoi on veut faire respecter nos droits ancestraux. Il y en a que c'est pour une protection du territoire. Il y en a qui sont vraiment attachés et liés au territoire, qui chassent encore, qui sont dépendants de ce qu'ils vont chasser, qu'ils vont cueillir. Puis il y en a d'autres qui, eux, vivent dans les communautés, vont demander un respect des territoires, mais ça va être pour qu'économiquement, il y ait un déversement d'argent qui se passe dans les communautés. Fait qu'eux autres, ils sont aussi liés au territoire, mais ils le voient d'un point de vue économique pour la communauté at large. Puis il y a toujours les exceptions qui sont des crosseurs qui veulent de l'argent puis qui vont pas avoir peur de profiter de leur communauté puis de l'argent qui va sortir de là. Mais ça, je les mets comme les exceptions qu'on peut rien faire, mais c'est ceux-là qu'on va toujours voir le plus. Présentement, comme il y a 2 ans, quand j'ai commencé à être dans No More, moi, j'étais super heureuse, je pensais à rien. Le réveil, le déclic s'est passé juste un petit peu avant. Puis c'est quand j'étais en train de me dire, bon, il faut que je change mes divans. Il y a un gros trou dans mes divans, ça n'a pas d'allure, il faut que j'en achète. Comment je fais? Est-ce que je me paye une carte de crédit, un financement, tout ça? Puis là, c'est là que je me suis rendu compte que, oh my God, je suis totalement colonisée. Je suis économiquement colonisée, je suis culturellement colonisée. Je pense déjà à m'endetter, tu sais. Je suis en train de m'esclavagiser un système qui est justement en train de nous esclavagiser puis nous sucer le sang et l'âme. Parce que tout ce que je possède me lie à ma job, me lie à ma maison et je ne peux pas bouger. Je ne peux pas décider de tout abandonner, sinon on va faire de moi un paria économique et après ça, tu peux pas avoir de crédit. Tu peux pas avoir telle chose si tu n'as pas de crédit, si tu peux pas avoir cette chose-là, si tu peux pas avoir ta job, tu peux pas avoir... On est dépendant d'un système. Fait que quand j'ai eu ce déclic-là, après est venu I Don't Know More et c'est la protection de l'eau. On dirait que ça a comme juste à donner dans un... C'est comme les étoiles se sont alignées, puis je me suis dit, mais ça n'a pas d'allure. On est en train de se suicider collectivement. En acceptant qu'il y ait une déprotection des grandes rivières, une des plus vieilles lois canadiennes en plus, qui était la protection de l'eau et de l'eau potable. C'est là que je me suis dit, il faut que je réagisse. C'est maintenant, là. Tu sais, genre, moi, j'aurais pu rester dans mon salon puis continuer d'écouter des séries, puis aller travailler, puis manger mon bol de peanuts, là. Mais je me suis dit, il faut qu'on agisse. Parce que je peux pas avoir des enfants puis les laisser manger la merde pour moi. Ça là. penser un peu aux autres générations. Ah ouais, aux autres générations. Nous autres, on a une obligation de penser à 7 générations futures. Alors que dans un système politique présent, il doit penser à ses prochaines élections dans 4 ans. Ça manque d'efficacité. Ça manque de penser à long terme, c'est juste de la penser à court terme. Puis l'énergie qui est mise là-dedans, c'est que j'ai quand même... je pense que j'ai une conscientisation de ma vie très limitée. Tu sais, justement, ma vie est très à court terme et la survie de l'humanité est à long terme. Fait que si je veux dire que je fais des enfants, pas pour que ça devienne de futurs cadavres ou des gens qui souffrent, je veux qu'ils profitent des beautés de la vie, je suis aussi bien de bien préparer le territoire. Fait que 50% de mon temps, c'est pour m'alimenter, payer mon loyer. Je travaille. L'autre 50% de mon temps, c'est pour me mobiliser. Parce que je me dis, j'ai une responsabilité. Mais à travers cette responsabilité-là, il y a aussi une décolonisation. Je dis un processus de décolonisation qui est un enrichissement culturel pour moi. Dans mon processus de décolonisation, j'ai appris à faire du pain. J'ai fait du fucking pain. Je savais pas faire du pain. C'était mon moment à moi, ce que j'ai appris à coudre d'un bouton, dans le fond. J'ai fait du pain. Ça m'a donné un sentiment de pouvoir incroyable. J'ai dit, c'est sûr que, culturellement, le pain, c'est pas efficace. Parce qu'on n'avait pas de farine avant l'arrivée des Européens. Mais je me suis dit, c'était cette idée de pouvoir m'indépendantiser de l'objet uniquement acheté. Je peux acheter les ressources et créer quelque chose à partir de ressources primaires. Fait que ça m'a donné l'impression que je prenais possession du territoire. Je prenais, pas possession de manière physique, mais
je m'installais. Puis je connais les plantes médicinales, tu sais, je connais maintenant beaucoup de choses. J'ai fait pousser des légumes. Tu sais, je faisais pas de pousser des légumes, mon mari faisait pousser des fleurs et des plantes. Là, on a 2 petits potagers dans notre cour arrière. C'est plus juste une cour pour se faire bronzer puis avoir une terre de parterre. On a 2 petits potagers, des fines herbes. On a, tu sais, c'est devenu une cour arrière efficace qui nous permet à nous d'avoir un sentiment de « Hey, on reprend possession », puis on devient autonome à un certain point. Puis plus on apprend, puis plus on s'autonomise. Parce que la première année, ça nous a coûté 200 $ pour installer le jardin. L'année passée, je pense que ça nous a coûté 80 ou 100 $. Puis là, cette année, j'ai récupéré les semences. Puis là, je vais pouvoir faire mon jardin peut-être avec à peu près aucun coût l'année prochaine, tu sais. C'est tout ce processus-là. Et pour moi, continue. Puis ça devient aussi un processus que je vais pouvoir après transmettre culturellement à mes enfants. Ils ne deviendront pas dépendants du système de marché. Fait que ça, c'est pour moi, mais ça fait partie aussi de ce que je dis, de ma mobilisation. Parce que plus on va apprendre à ne plus être dépendant, puis plus on va pouvoir trouver des solutions intéressantes. Parce que présentement, les gens ne veulent pas de solutions parce qu'ils ne veulent pas perdre la dépendance qu'ils ont, tu sais. On leur parle, les réponses que les gens me donnent quand je leur dis, il faut qu'on ralentisse, il faut qu'on lâche le système basé uniquement dans une économie basée sur les carburants fossiles. Mais non, c'est pas possible. On va toujours avoir besoin de gaz, on va toujours avoir besoin... Oui, on en a besoin présentement, mais on ne pourra pas toujours en avoir. T'sais, le besoin, il va toujours exister. Mais la capacité de se fournir n'existera pas toujours. C'est un monde fini qu'on a, là. Puis là, on a des besoins infinis. La réaction des gens me fait penser tout le temps à la réaction de personnes qui ont des problèmes de consommation de drogue. Tant que tu peux te fournir, tu vas consommer. Il n'y en a pas de problème quand tu es capable, quand tu as l'argent pour te fournir, quand tu as la drogue pour te fournir, puis quand tu es capable de fonctionner avec tout plein d'autres drogués, ça va bien, tout le monde est content. Mais là, quand la drogue vient à manquer, les premiers signes de manque arrivent. Là, qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu trouves de l'argent, il faut que tu trouves. Fait que là, tu vas payer un peu plus cher, mais là, tu vas... c'est ça qui fait qu'un drogué va vendre sa maison, va s'endetter, va voler, puis il va refuser d'arrêter ce qui le met dans le trouble parce que son besoin est trop grand. Mais il va être capable d'aller de l'autre côté, faire des choses horribles pour compenser parce que son besoin est plus important que la réalité qui est, son besoin est en train de lui nuire dans sa survie. Fait que présentement, on a une société complètement droguée qui veut pas se tourner vers le côté où ce qui dit, peut-être que ton problème de drogue, il faudrait que tu t'en débarrasses parce que c'est pas efficace. Non, il va continuer, puis les conséquences, c'est pas de voler. Peut-être c'est de voler parce qu'on va chercher économiquement dans d'autres pays plus pauvres ce que nous, on a besoin dans des pays plus riches. Fait que, moi, je vois tout ça, là, tout ce problème de dépendance aux énergies fossiles, de la même manière qu'on voit une dépendance à la coke. Puis je vois la réaction des gens, puis le fait que les gens veulent ignorer le problème, le fait que les gens vont me sortir des raisons où vont dire « Ouais, on verra rendu là », tu sais, comme justement la même genre de réaction que j'ai vue chez des gens qui ne voulaient pas arrêter de consommer de la drogue. C'est vraiment, ça peut se transposer image pour image. Fait que je trouve qu'en apprenant à tricoter des vêtements, à faire du pain, tu sais, des choses de base, je trouve que c'est moi qui fais un progrès vers... tu sais, devenir dépendante. Devenir indépendante de la drogue, tu sais. Puis, j'ai encore des problèmes de consommation parce que là, je m'en vais en Europe. Un avion, ça, là. Tu sais, mais là, je le calcule dans ma tête. Là, maintenant, je vois. Tu sais, fait que là, je me dis, bon, ça va être quoi la méthadone de ça? Comment je vais faire? Tu sais, pour l'instant, je veux pas arrêter de voyager. J'aime ça voyager, j'aime ça voir des choses, tu sais, puis je vais en profiter tant que c'est possible, c'est disponible. Mais... C'est pour toi aussi une façon d'apprendre. Tu vas là-bas, tu vas apprendre, mais aussi tu vas donner. Comme maintenant, par exemple, tu donnes. Tu me donnes à moi. Oui, mais... Et en espérant aussi qu'il y a des gens qui vont écouter ce qu'on est en train d'enregistrer. Puis c'est pour ça que je pense que la mobilisation, c'est sûr que c'est un sacrifice de temps et d'argent. Parce que présentement, tu sais, genre la première année d'I Don't Know More, là, j'ai perdu, je pense, comme quasiment un tiers. J'ai évalué à un tiers de revenus annuels parce que j'ai arrêté beaucoup de choses pour me mobiliser, pour rester dans la mobilisation. Là, j'ai réussi à équilibrer un peu plus la chose. La première année était plus intense. Mais j'ai dit, c'est comme quand tu sèmes tes idées dans un champ. Tu sais, t'es là, tu travailles, tu sues du pinch, tu plantes tes graines. Mais après ça, tu regardes les graines semées. Tu as juste à aller voir si tout va bien, si tes graines sont bien couvertes, tout. Et ça, je trouve que c'est la deuxième année. Puis là, tranquillement, tu vois les plantes, tu vois les fruits qui ressortent.
Puis, tu sais, genre, plutôt que de faire pousser certains genres de fruits, ben j'en fais pousser d'autres. Puis peut-être ces fruits-là vont être plus efficaces que d'autres, tu sais. Plutôt que de faire pousser, on va dire symboliquement de la coke, ben je vais faire pousser du pain, tu sais. Fait que, tu sais, c'est... Hein? Ou du tricot. Ou du tricot, tu sais. Comme le tricot, avant, je faisais des trucs cute, tu sais, comme un peu l'idée de la culture Etsy, là, tu sais, on fait des fanions en tricot, des affaires, hein. Là, maintenant, je me dis, ben regarde, cette année, j'ai besoin d'un nouveau chapeau, d'un béret pour cet hiver. Puis l'autre était trop chaud et je le portais pas. Fait que je me dis, ben je vais me tricoter un béret fait en laine plus mince. Puis, tu sais, je me dis, ben bientôt, je vais peut-être pouvoir faire un jour ma propre laine. Tu sais, je me disais, je pourrais faire pousser un jour mon chanvre, parce que j'aimerais ça faire pousser du chanvre, puis en faire du textile, tu sais, filer des choses. Mais là, le monde dit, ouais, mais ça, c'est un trip bucolique. Je dis, ouais, mais. Je dis, on va peut-être que justement, de plus en plus, on a besoin des ressources présentes. Fait que des connaissances présentes, on en a besoin. Le nombre de gens qui savent pas tricoter, le nombre de gens qui savent pas coudre. Ouais. J'ai dit, tu sais, c'est sûr que là, présentement, je suis un petit peu symboliquement extrême dans ce que je veux faire. En voulant dire, tu sais, je fais un béret où je me dis, je vais filer ma propre laine. C'est pas efficace. Économiquement, c'est pas efficace de faire filer une bobine. Mais, je dis, ce que ça représente, c'est la capacité que j'ai de pouvoir le faire. Je dis, pour moi, plutôt que juste uniquement aller au casino, dépenser 20$ pour m'amuser, ben je me fais un fucking béret. Tu sais, c'est juste de dire, je mets mon énergie ailleurs, tu sais. Plutôt que d'écouter, comment ça s'appelle là, l'émission, là, où il se trouve des blondes et des chums là, dans une maison? Ah oui, Occupation double. Occupation double. Oui. Ben là, je vais aller écouter des documentaires sur l'environnement, sur, tu sais, justement, l'agronomie en plateau. Tu sais, je transforme je me donne des outils, mais je fais en sorte que ces outils-là, c'est pas une punition. C'est pas comme, je suis pas comme, il faut appeler ça, sinon je vais souffrir. Non, je me dis, je suis fière de la connaissance que j'acquiers, puis je suis fière de pouvoir après ça la transmettre. Parce qu'à chaque fois que je transmets une connaissance à quelqu'un, genre comme quand je montre du perlage traditionnel autochtone, je le montre souvent, je dis la seule condition pour que je t'apprenne quelque chose, c'est que toi, après, tu dois l'enseigner à quelqu'un. Il faut que tu transmettes ça. Puis même si t'es pas bon en perlage, c'est juste de transmettre la base de regarde, c'est comme ça à peu près, mais je suis pas sûre. Parce que tu peux aller le chercher en ligne, tu peux aller le chercher dans des livres, mais tu sais, je dis, tu dois retransmettre. Puis c'est pour ça que je crois à la gratuité scolaire. Parce que on ne posait pas la question qui avait le droit à la connaissance, qui l'avait pas, tu sais. La connaissance se donnait, puis la connaissance s'observait, puis c'est après la personne qui avait de l'amour pour cette connaissance-là qui la transposait ou la... Tu sais, il y a des personnes qui perlent plus, des personnes qui cousent plus, il y a des personnes qui vont faire de la chasse plus, tu sais. Il y a quelque chose qui va leur appartenir après, mais après, ils peuvent le transmettre à d'autres, qui, eux, vont le transmettre à d'autres. Puis après, ça dépend de la personne. C'est l'individu, après, qui, selon la nécessité ou bien sa capacité ou bien son plaisir à faire l'activité, qui va le transmettre après. Tu sais, en t'écoutant parler, il y a le mot émancipation qui me vient. C'est cette idée, je pense, c'est de s'émanciper de cette dépendance qu'on a, mais aussi de devenir autonome et conscient de ce qu'on a. Puis pas le voir comme une punition. Le voir comme un moment vivant. Où on grandit, où est-ce qu'on est fier de nous. Maurice Demers avait beaucoup ça dans ses projets. Il croyait à l'idée d'une société nouvelle. Merci. Ça fait plaisir. Écoute, j'ai pas arrêté de faire... J'ai pas fermé la porte, mais tu m'as écouté, t'es bien patient. Non, mais j'espère réussir à